Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire autour de l'analyse de données. Donc, pendant ces 45 minutes de webinaire, l'objectif aujourd'hui, ça va vraiment être de vous donner les clés en main pour mieux structurer vos projets d'analyse de données et notamment en tirer des résultats concrets au service de vos enjeux métiers. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou à directement cliquer sur le petit bouton en bas de votre écran et on sera ravis d'échanger avec vous. Donc, on va faire un rapide tour de table. Antoine, je te laisse commencer. Oui, donc bonjour à tous et merci d'être là. Donc, je m'appelle Antoine Boudeur. Ça va faire 7 ans que je travaille chez Liquida Consulting. Je me trouve en tête de notre équipe depuis 3 ans et nous avons comme mission principale d'accompagner nos clients sur leurs projets data divers et variés. Donc, ça va être des projets de transformation digitale, de mise en place de solutions d'exploitation de données, de solutions de visualisation, mais également des prestations de formation d'acculturation. Merci Antoine. Et donc moi-même, chef de projet marketing chez Limpida Consulting, ça fait maintenant environ 2 mois. Et donc mon rôle aujourd'hui, ça va vraiment être d'encadrer ce webinaire et de faire en sorte qu'on soit dans les temps. Donc Antoine, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on entend concrètement par analyse de données? Quels sont les grands types d'analyse et dans quel contexte elles prennent tout leur sens? Avec plaisir. Donc, l'analyse de données consiste à examiner, transformer, interpréter les données. Pourquoi? Puisqu'on a envie d'en sortir des informations exploitables et idéalement d'en guider notre prise de décision. Donc, pour faire un exemple d'interprétation, si aujourd'hui je constate que j'ai fait 200 000 euros de chiffre d'affaires le mois passé, l'information en tant que telle est intéressante. En revanche, elle n'a de vraie valeur qu'à partir du moment où je la mets dans un contexte qui serait par exemple de dire le mois encore avant, j'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, donc qu'est-ce qui se passe? Ou alors, mon objectif a été de 300 000 euros de chiffre d'affaires, on ne l'a pas atteint. Donc, ce qui va être important dans un premier temps, c'est justement de mettre ces données dans un contexte, donc de les interpréter, puisque sinon, on ne va pas pouvoir en tirer les bonnes conclusions. Et ça peut se faire justement à travers soit des analyses qualitatives, ou alors un travail plutôt quantitatif, voire statistique, justement dans le but de répondre idéalement à une question ou une problématique précise. Et le but à la fin, c'est comme l'a introduit Asia, de servir un besoin métier, donc soit d'optimiser les opérations, par exemple, de production, anticiper les évolutions du marché ou encore favoriser l'innovation et le développement de nouveaux produits. Merci beaucoup Antoine. Avant de se lancer tête baissée, il faut bien cerner le besoin métier. Donc, selon toi, quelles sont en fait les bonnes questions à se poser pour traduire un besoin opérationnel en problématique data? Alors, comme tout bon projet, il s'agit dans un tout premier temps de le cadrer et de le définir de façon très claire. Donc, ce que l'on vous montre là n'est évidemment pas exhaustif, mais c'est une façon de cadrer ces cas d'usage. Et une fois qu'ils sont définis, cadrés, faut-il encore les prioriser? Pourquoi? Puisque si je demande à mes collègues du métier de quoi est-ce qu'ils ont besoin, il y a de bonnes chances que je me retrouve avec une liste des courses qui va m'occuper pendant un an ou deux. Souvent, on ne va pas avoir les ressources pour adresser tout au même moment, donc on va devoir faire des priorités de façon à arriver à traiter l'ensemble des demandes. Donc, dans un tout premier temps, si on veut s'attaquer à quelque chose, il va falloir qu'on se pose la question, est-ce qu'on dispose des compétences nécessaires? Donc, ça peut être soit en interne, soit en externe, éventuellement à travers des partenaires avec qui on travaille déjà. Mais en tous les cas, il va falloir qu'on soit compétent en la matière, sinon, malheureusement, on n'ira pas très loin avec notre projet d'analyse. En termes de technologie, on va se poser une question similaire. Est-ce que celle qu'on a envie d'utiliser, elle existe déjà? Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'elle est peut-être même gratuite? Ou alors, est-ce qu'on doit encore même se renseigner pour faire un choix technologique adapté, sachant que de nos jours, aujourd'hui, l'analyse Excel, elle fonctionne très bien. En revanche, si on a envie d'aller plus loin, on va très rapidement avoir besoin d'un soutien outil quelconque. Et ça nous amène sur la prochaine question, qui est celle de l'écosystème, puisqu'aujourd'hui, on est très rarement dans une situation vierge où notre société n'a pas encore d'outils, bien au contraire. On a très souvent déjà un outil comptable, peut-être un CRM, un outil logistique. Donc, posons-nous les bonnes questions. Comment est-ce qu'on peut l'interfacer avec le reste pour éviter d'accumuler trop d'outils non interconnectés et ainsi une dette technique compliquée à gérer? Après, on va arriver au cœur même du sujet. Est-ce que, une fois qu'on a identifié notre besoin et ce qu'on aurait envie de mettre en place, est-ce que tout simplement on peut accéder les données dont on a besoin? Donc, ça peut être une question de moyens techniques d'y accéder. Est-ce que là où elles sont logées, on a techniquement la capacité à en extraire? Est-ce qu'on a le droit d'y accéder aussi? Ça peut être une autre question. Et dernièrement, mais pas la moins importante, est-ce que nos données sont vérifiées et correctes? Puisqu'après, il n'y a rien de pire qu'une analyse qui se pose, pardon, sur des données erronées et donc des décisions aussi qui en découlent qui ne seront pas bonnes.
Dernier volet, c'est le triptyque classique des projets d'entreprise. Donc, c'est le budget, le retour estimé, les délais, c'est-à-dire que, en fait, combien est-ce qu'on pense que ça va nous coûter pour quel retour? Donc, toute simple réflexion autour de combien ça me coûte, combien ça m'apporte. Donc, est-ce que oui ou non, c'est un projet rentable? Et deuxième question du délai, est-ce que déjà, on sait dire à peu près combien de temps il nous faut? C'est quand même la première question. Et vis-à-vis de ce qu'on a envie de faire, est-ce que le délai nous permet d'obtenir un résultat? Je repense à la crise du Covid. Très rapidement, on a eu plein de projets data qui ont émergé de tous les côtés. On a été confiné vers mi-mars. Si le premier dashboard avait été disponible fin juillet, il aurait potentiellement déjà été trop tard. Donc, selon le contexte, un délai court peut s'imposer. En revanche, si on peut estimer qu'un délai long est jouable, ça peut aussi nous permettre d'enlever un petit peu la tension en termes de ressources. Donc, tout ça pour dire sur le sujet du délai, plus court, c'est pas forcément toujours le mieux. Il faut bien à nouveau le contextualiser et et le voir à l'égard des contraintes qui nous entourent. Donc, merci Antoine. Donc, il faut aussi savoir que le dialogue est un point clé du succès d'un projet, mais qu'est-ce qui, selon toi, permettrait de garantir une vraie synergie entre les métiers et les experts data? Donc, comme le dit très justement Asia, maintenant qu'on a cadré nos cas d'usage et qu'on aura envie de passer à l'action, il va falloir qu'on arrive à instaurer un dialogue entre les personnes aux manettes des moyens techniques, donc souvent l'équipe IT, l'équipe data, et les porteurs du besoin qui sont très souvent des personnes du métier, de façon à ce que justement on arrive à créer cette synergie qui est essentielle, puisque d'un côté, on sait ce dont on a besoin, de l'autre, on a les moyens techniques, et donc il faudra qu'on essaye de faire travailler ensemble ces personnes-là pour arriver au but recherché. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour soutenir ce dialogue? Ce serait déjà de faire en sorte que justement ce soit les métiers qui portent les initiatives et que le métier soit responsable aussi. Pourquoi pas d'un point de vue budgétaire? En tout cas, ça va nous permettre d'arriver sur un engagement continu qui est très important, puisqu'on n'a pas envie non plus qu'à mi-chemin, le métier trouve autre chose à faire et le projet s'endorme. Je le dis volontairement de façon un peu caricaturale, mais en tous les cas, on a besoin justement de créer un engagement continu et de faire en sorte que le métier soit pleinement impliqué dans le projet. Pardon. Par la suite, et donc c'est aussi cette collaboration qui nous permettra de l'obtenir, on va pouvoir en déduire une approche adaptable et réutilisable, c'est-à-dire aussi tirer les conclusions de ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné, encapsuler certains morceaux, peut-être une autre version de la méthode agile, de façon à ce que les prochains use cases se passent encore mieux tout en gardant justement ce dialogue continu, c'est-à-dire que la fin du projet ne veut pas dire fin du dialogue, bien au contraire, ça veut tout simplement dire que on continue à travailler ensemble, à améliorer ensemble les solutions mises à disposition, tout comme, évidemment, on assure un support en continu si jamais il y a des problèmes techniques ou des questionnements qui devaient venir. In fine, on a besoin de créer un projet data qui soit accessible et sécurisé. Donc les deux sont un petit peu contraires, mais il existe aujourd'hui des solutions justement qui permettent de l'atteindre. Puisque d'un côté, je n'ai pas envie non plus que mes utilisateurs aient besoin de faire 5 fois authenticator avant de pouvoir y aller. D'un autre côté, en revanche, il faut que tout ce qu'on met à disposition soit correctement sécurisé pour éviter que justement quelqu'un qui n'aurait pas le droit de le voir puisse y accéder. Merci beaucoup Antoine. Donc, souvent les données sont là, mais les questions manquent. Est-ce que tu aurais des conseils pour bien formuler ces hypothèses d'analyse et est-ce que tu pourrais aussi éventuellement nous donner quelques exemples? Donc, justement, les questions de recherche seront notre fil rouge tout au long du projet, puisque on a bien un problème, une question, quelque chose qui nous drive, qui nous donne envie de faire cette analyse. Et donc, dans un tout premier temps, si on cherche à répondre à une question, on va essayer de définir des hypothèses de façon à avoir quelque chose qu'on peut soit valider, soit définir comme étant erroné, que l'on ait, on va dire, un point mort à partir duquel on peut travailler. Une fois qu'on a cette hypothèse, on va formuler des questions concrètes auxquelles on va chercher à répondre en utilisant nos données, de façon à ce que, en troisième étape, donc évaluer, on puisse justement nous dire, maintenant que je sais à quelle hypothèse pardon, je veux analyser, à quelle question je veux répondre, et ben là, on va pouvoir évaluer notre capacité à le réaliser, sachant que dans un tout premier temps, on a besoin d'avoir accès aux données et qu'elles soient de qualité. Mais une fois qu'on a ça, il faut également nous poser la question, est-ce qu'on a les ressources humaines, financières, technologiques qui vont nous permettre d'aller au bout de l'analyse? Et encore, si on arrive au bout de l'analyse, se pose la question, donc je reviens aussi à l'apport du résultat de l'analyse, est-ce qu'on va pouvoir agir ou pas sur les résultats? Donc là, je prends un exemple. S'il s'agit par exemple d'un taux de rebut dans notre atelier qui monte,
Si on arrive à trouver la cause de ce taux de rebut en croissance, il y a de très fortes chances qu'on va pouvoir agir et faire en sorte que le taux de rebut baisse. En revanche, si le législateur nous amène une nouvelle loi, eh bien là, on ne va pas forcément pouvoir la changer en tant que telle. Et donc, il se posera la question de comment est-ce qu'on peut nous changer notre fonctionnement pour atténuer un maximum l'impact négatif que nous apporte cette nouvelle loi contraignante. Merci Antoine. Donc, entre données propriétaires, partenaires, tierces, il y a matière en fait à s'y perdre. Mais du coup, quel type de données mobiliser et comment garantir aussi leur qualité? Donc, de la collecte à la préparation, on va retrouver donc aujourd'hui 3 types de données qui sont les plus présents. On a dans un tout premier temps les données propriétaires, donc celles que nous, on produit. Où là, bah, c'est tout simplement le résultat. Si je fais une extraction de mon logiciel comptable, il y a quasiment 100% de ces données-là qui ont été produites par mon activité et mes collègues. Après, on va avoir pardon. Ce qui caractérise le plus ces données, c'est justement le degré de maîtrise, c'est-à-dire si on se rend compte qu'il y a régulièrement des incohérences, des erreurs, eh bien, on peut ajuster le process de saisie qui est chez nous dans le but d'aller pallier à ces incohérences. Après, on va avoir des données partenaires, donc ça peut être par exemple un partenaire avec qui on a une joint venture, que l'on considère généralement comme étant fiable, puisqu'on a quand même une relation de proximité qui fait qu'il y a une collaboration autour. En revanche, si on est nous consommateurs de ces données et qu'il y a des erreurs, on ne peut pas nous agir directement dessus, puisque nous ne sommes pas les producteurs. En revanche, on connaît bien notre partenaire et on va donc pouvoir remonter les erreurs et trouver ensemble des solutions pour les améliorer. Et après, on a les données tierces, où là, on est entre guillemets simple consommateur. Donc, si je prends un exemple de tous les jours, ce serait la météo. Si elle annonce la pluie et en revanche, il fait grand soleil, eh bien, je vais devoir vivre avec, mais on va dire que ce n'est pas très, très grave. Si on prend un exemple de l'entreprise, admettons qu'on soit consommateur des taux de change pour faire des calculs financiers dans notre entreprise. S'ils sont erronés, on va pouvoir le remonter. Par contre, on n'a pas de relation suffisamment proche, du moins c'est le cas pour beaucoup d'entreprises, qui nous permettrait d'avoir un impact direct sur la correction et la qualité de ces données-là. Et si on avance donc par la suite, on va arriver sur l'exploration des données, où là, on va vous montrer donc 4 types d'analyses différents qui vont progressivement vers la droite, plus en profondeur et aussi qui vont demander des ressources technologiques de plus en plus avancées. On a dans un tout premier temps l'analyse descriptive qui nous permet d'observer. Donc là, je constate un problème, comme par exemple, bah, mon taux de rebut a augmenté, ma marge a baissé, mes délais de livraison se sont rallongés. Je constate. Je ne sais pas encore pourquoi ni comment, mais j'ai constaté quelque chose. Après, l'étape suivante sera l'analyse diagnostique, où là, je vais commencer à expliquer, c'est-à-dire que je vais essayer de tirer un lien de cause à effet entre mon problème, qui serait donc l'effet, et en le mettant en relation avec d'autres variables et d'autres informations, je vais essayer d'en trouver la cause. Donc, par exemple, si j'ai des délais de livraison qui s'allongent et que je me rends compte que l'un de mes partenaires logistiques a un taux d'absentisme à cause d'une grippe assez fort, eh bien, ça peut être une relation cause à effet qui fait que, même si dans la vraie vie, on n'aura pas forcément accès à son taux d'absentisme, mais on peut également imaginer, par exemple, si on a un taux de rebut sur notre fabrication de voitures qui augmente sans cesse et que en parallèle, on a des disques de frein qui sont hors mesure régulièrement, eh bien là, on peut vraiment trouver un lien entre les deux qui nous permettrait d'expliquer notre problématique. La prochaine étape sera l'analyse prédictive. Donc là, le but, ce sera d'anticiper. Donc, si je reste dans le domaine industriel, ce serait par exemple une machine qui nous informe, je vais avoir besoin d'une opération de maintenance dans 10 heures parce que telle pièce risque d'être fautive autrement. Ça nous permet donc en fait d'identifier quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui ne s'est pas encore manifesté, dans le but d'anticiper plutôt que de subir ce qui va nous arriver, pour arriver in fine sur l'analyse prescriptive, où là, on va encore un petit peu plus loin, où là, la machine ne nous dirait pas seulement qu'il faut faire quelque chose, mais elle nous dirait même quoi faire. Elle nous dit précisément, dans 6h22 minutes, il va falloir changer telle pièce, parce que compte tenu du modèle, donc là, on vient justement à la technologie un petit peu plus avancée, du modèle machine learning qui permet d'analyser les données que je produis, je constate que telle pièce, elle a eu trop de vibrations, trop de température, et donc elle risque d'être défaillante. Il faudra donc la remplacer à temps. Pour faire un exemple, si on fait un exemple plutôt de la vie courante, eh bien, l'analyse descriptive, ce serait notre voiture qui nous dit attention, votre pneu a trop peu de pression. Donc là, elle constate et elle nous laisse après mettre de faire la suite, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore forcément pourquoi il y a trop peu de pression.
on sait tous qu'il faudra remettre de l'air dedans, mais on va dire que ce n'est pas l'analyse qui nous l'a dit. En revanche, si on était dans une situation d'analyse prescriptive, elle nous dirait, attention, je sens une baisse de pression. Si vous ne faites rien, dans 3 heures, le pneu il sera entièrement à plat. Je vous prescris comme action d'aller boucher le trou, de remettre de l'air. Merci Antoine. Donc, on parle souvent de data visualisation, mais à quoi faut-il faire attention pour produire des visuels qui servent vraiment en fait d'analyse? Alors, donc justement, la visualisation, elle est donc techniquement simplifiée aujourd'hui. On a des outils à disposition comme ClickSense, Power BI, Tableau Reporting, qui sont à la portée, j'ai envie de dire, d'une grande partie des collègues, ce qui d'un côté nous simplifie beaucoup la production de rapports. En revanche, il y a quand même quelques grands principes à respecter pour être sûr que ce que l'on produit soit percutant et facilement utilisable. Ou donc là, dans un tout premier temps, ce qui va être important, ce sera justement de montrer la relation entre les différents éléments. Donc on sera très souvent dans une analyse diagnostique plutôt qu'une analyse observatoire. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse justement, c'est de voir la symptomatique, mais aussi de voir d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi. Donc, si je crée un graphique, j'aurai toujours envie de faire en sorte qu'il montre bien la relation entre les différents éléments. Après, on va avoir un sujet de distribution où donc, en permanence, je dois être capable de me poser la question, est-ce que la donnée que je regarde, que j'analyse, me semble correcte? Et donc, une façon de s'y fier de façon assez rapide, c'est justement de regarder la distribution. Est-ce que j'ai des valeurs extrêmement éloignées, par exemple, de la médiane, de la moyenne? Est-ce que j'ai des points de données qui me semblent vraiment très loin de ceux dont j'ai l'habitude? Donc, de temps en temps, ça peut s'avérer vrai, mais ça devrait à minima aussi faire en sorte que je regarde un peu plus près et que je me pose la question s'il n'y a pas quelque part dans le process d'acheminement, de transformation des données, un problème qui fait que j'ai éventuellement des valeurs erronées. Après, on a encore les sujets de composition et de comparaison. Donc, à nouveau, le contexte, puisque si je reviens à mon exemple de début du webinaire, si je constate en valeur absolue un chiffre d'affaires, sans contexte, c'est-à-dire vis-à-vis d'un objectif, vis-à-vis d'une valeur habituelle, il ne va pas forcément me dire grand-chose. Et donc, si je crée un visuel, il faut que 2 choses soient toujours très claires. Un, de quoi est composée la donnée, tout simplement, d'où est-ce qu'elle vient, quelles sont les sources, qui en est le responsable, et aussi la mettre dans un contexte, la comparer à des valeurs habituelles, les comparer à un objectif, donner un cadre et surtout visuellement montrer très clair de où vient la donnée. Je pense à un rapport financier. À minima, il faudra toujours dire quelle période est analysée. Est-ce qu'on est sur toute l'année, un quarter, et surtout quelle année fiscale, de façon à ce qu'on sache également s'y repérer. Merci Antoine, mais du coup, est-ce que tu aurais quelques exemples à nous présenter, s'il te plaît? Oui, on va faire un tour rapide de cette liste qui est à nouveau évidemment pas exhaustive, mais pour vous donner quelques idées de ce qu'on peut faire et dans quel cas, quel type de graphique peut être adapté. Donc, on retrouve déjà dans les graphiques les plus simples, mais souvent les plus clairs, le tableau numérique, où je peux rassembler quelques indicateurs de façon chiffrée, pourquoi pas avec des pourcentages, et ça va me permettre de façon très condensée déjà de montrer un premier état des lieux. C'est assez souvent utilisé dans des présentations en tout début pour dire aujourd'hui, si on regarde très rapidement nos 3 indicateurs clés, par exemple le chiffre d'affaires, l'excédent d'exploitation brute et le résultat net du mois, on en est à temps. Pourquoi? Parce que là, j'aurais envie en fait de donner factuellement un état très rapide, facile à comprendre. Versus des graphiques entre guillemets un petit peu plus avancés, je pense au graphique en cascade, qui est très souvent utilisé dans le domaine financier pour l'analyse de coûts, où là, quelque part, je vais prendre par exemple le mois d'avril de l'année passée versus le mois d'avril aujourd'hui, et décomposer mon augmentation ou ma baisse des coûts dans les différents éléments qui l'ont causé. Pourquoi? Pour justement savoir où est-ce qu'on peut agir pour soit réduire nos coûts, ou alors mesurer également l'impact des choses qu'on a mis en place qui se sont répercutées sous forme de baisse de coûts. Donc, 2 cas d'usage différents avec 2 représentations visuelles différentes. Ce que vous trouverez après dans cette liste sont justement à chaque fois des représentations, on va dire, génériques de quoi utiliser à quel moment, sachant que, par contre, et ça je le dis toujours, souvent faire moins, c'est mieux. Pourquoi? J'ai envie que mes utilisateurs comprennent rapidement ce que j'ai envie de leur montrer, et non pas qu'ils aient besoin de cliquer à travers 5-6 graphiques, positionner les bons filtres avant de trouver la valeur qui les intéresse. Il faut toujours se dire aussi que si je regarde un écran, généralement, je commence en haut à gauche, je finis en bas à droite. Donc, pareil, les choses importantes devraient idéalement se trouver en haut à gauche et non pas en bas à droite. Et à nouveau, la recommandation de façon générique, essayons de faire simple dans le but justement
de faire quelque chose d'explicite sans que l'utilisateur ait besoin de se poser beaucoup de questions vis-à-vis de ce qu'il regarde et comment l'interpréter. Merci Antoine. Donc, une analyse, elle n'a de valeur que si elle est partagée et comprise. Mais du coup, comment construire un récit autour des données? Donc, le data storytelling, justement, est quelque chose de très important. Et comme son nom l'indique, ça consiste à raconter une histoire. Où donc là, on a plusieurs sujets à adresser qui sont, dans un tout premier temps, les personnages. Identifier à qui est-ce que je m'adresse, quels sont leurs rôles et attentes. Typiquement, je prends la situation d'une société qui se trouve sous forme de SAS. Si j'ai une présentation à faire vis-à-vis de l'Assemblée générale, elle sera sans doute orientée différemment que si j'en ai une à faire vis-à-vis des collaborateurs en termes de détails, de profondeur et surtout de questionnement. Si je parle entre guillemets simplement aux actionnaires, ce qui les intéressera avant tout, ce sera le montant de leurs dividendes, si on simplifie un maximum, vis-à-vis de si par exemple je parle à mes responsables de production, ce qui les intéressera plutôt, ce sera de savoir comment leur budget sur l'année prochaine va évoluer, quels sont les investissements, les changements à venir. Une fois que j'ai donc correctement cerné qui sont mes personnages et quels sont leurs rôles et attentes, donc aussi savoir à qui je m'adresse et quelle est l'attente que ce jeu de personnes a envers moi, on va pouvoir parler du paramètre, c'est-à-dire aussi définir finalement de quoi est-ce qu'on a envie de parler. Donc déjà, le contexte, pourquoi est-ce qu'on se parle aujourd'hui? Quelle est la raison? Donc l'Assemblée générale, c'est facile, c'est légal, elle est à faire une fois par an. En revanche, si je fais une grande réunion avec l'ensemble de mes collègues de production, c'est peut-être pour annoncer une extension de notre site, une arrivée d'une nouvelle machine. Il faut en tous les cas bien planter le décor de façon à faire en sorte que l'ensemble des personnes à qui je m'adresse puissent bien comprendre pourquoi est-ce qu'on se parle et quoi attendre de cette présentation. La suite, ce serait donc de montrer également la corrélation entre les différents éléments présentés et les produits impactés. Donc là, dans l'exemple, on parle à nouveau d'un problème de baisse de marge. Donc là, on aurait justement pour but de bien montrer d'un côté qu'est-ce qui a augmenté niveau coût et quels sont les produits impactés, puisqu'assez souvent, ce ne seront pas les mêmes, hein. Je pense à une crise il y a 3 ans dans des semi-conducteurs dans le monde industriel, où là, il y avait des gros problèmes de livraison. Donc là, ce n'était pas nécessairement une baisse des marges, mais un rallongement assez impactant des délais de livraison, et bien là, le but, ça aurait été justement de montrer la corrélation entre on a un problème d'achat de semi-conducteurs, ça entraîne des problèmes de production, et donc à la fin, évidemment, une fois que le stock est vide, les délais de livraison se rallongent. On a donc aussi une phase où on va parler justement de ce conflit, c'est-à-dire, en fait, on a une situation qui ne convient pas, que ce soit une hausse des coûts, que ce soit des retards de livraison. Ça donne aussi des impacts par la suite sur d'autres process au sein de l'entreprise. Et évidemment, à nouveau, on va avoir un sujet de comparaison et d'illustration, c'est-à-dire aussi, si aujourd'hui je dis je mets 6 mois à livrer un produit, dans l'absolu, cette information ne va pas forcément me dire grand-chose. Si je suis fabricant d'avions, je pense que 6 mois, c'est parfaitement raisonnable. En revanche, si je fabrique des iPhones, je ne pense pas que ça doit durer 6 mois. Donc, à nouveau, on a besoin d'un sujet de comparaison et par la suite aussi un sujet d'illustration, c'est-à-dire aujourd'hui, si on met 6 mois à fabriquer des iPhones, quel est l'impact sur nos ventes? Combien de chiffre d'affaires est-ce qu'on risque de perdre? Et quelle est, on va dire, la conséquence majeure qu'il va falloir essayer d'éviter au maximum possible pour arriver justement sur la résolution. Donc, idéalement, quand je présente une problématique à des collègues, j'arrive déjà avec une solution au moins à proposer. Ça ne veut pas forcément dire que ce sera celle qui sera retenue, mais montrer au moins qu'on y a réfléchi, proposer une approche avec un objectif clair, qui serait donc de dire on a constaté une augmentation des coûts à l'achat de la matière première, on a trouvé d'autres fournisseurs chez qui on peut éventuellement négocier, et ensemble, on va définir une stratégie pour à la fin arriver sur une phase de démonstration et de résultats attendus, où là, on est à nouveau aussi dans une logique d'hypothèse, où je pourrais dire si ma stratégie de négociation fonctionne et que j'arrive à obtenir une baisse de coût, voilà la démonstration du résultat auquel on va pouvoir s'attendre, dans le but justement qu'à la fin de mon storytelling, idéalement, tout le monde a compris la problématique et les conséquences qui en découlent, et si tout va bien, on a pu décider ensemble d'adopter une stratégie dans le but de remédier à la symptomatique au mieux possible. Merci Antoine. Et donc, quel prérequis pour réussir un projet de data analyse? Et pour commencer, donc quand on dit data analyse, forcément, qui dit la question du nettoyage des données, c'est une étape incontournable pour garantir la fiabilité des résultats. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, cela?
Alors, justement, nettoyage des données ou tout simplement monitoring de la qualité, on peut le dire dans les deux sens, hein. Le nettoyage, c'est l'action. Le, le monitoring, ce serait plus un ensemble de process où le but, c'est justement de se dire aussi, on a aujourd'hui un jeu de données qui m'intéresse pour une analyse en particulier. En revanche, idéalement, si je veux pouvoir mener des analyses de façon souple, tout en étant sûr de ce que je regarde, il faudrait que je considère mes données de la manière la plus globale possible, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce dont je dispose soit correctement recetté, surveillé, de façon à éviter justement les prises de décision erronées à base de données fausses. Il faudra également, donc, pour arriver à mettre en place ce genre de process, arriver à engager nos collègues du métier à nouveau, puisque très souvent, ils sont à la fois producteurs et consommateurs des données. Je reprends un exemple. Si j'ai un process où souvent, c'est des erreurs de saisie qui font que j'ai des incohérences, eh bien, en fait, à la source des erreurs de saisie sont bien des femmes et des hommes. Donc, j'ai besoin de les sensibiliser, de les engager. Et très souvent, ça fonctionne si on arrive à mettre en avant les succès qu'on a pu fêter à travers les initiatives data. Pourquoi? Parce que très souvent, les process de dire, mais il faut que tel champ, il ait telle valeur, il y a telle règle à respecter, ça fait rêver personne. Donc, on a du mal à engager en communiquant de cette façon-là. En revanche, si on a des use cases à montrer où on peut dire, eh bien, avec l'équipe achat, on a mis en place tel process et voilà à quel point ça les a aidés dans leur quotidien, on va éventuellement pouvoir plus facilement aussi aspirer la volonté et l'engagement de nos autres collègues. De façon plus globale, ce qui va être important, ce serait de mettre des contrôles et sur l'entrée et sur la transformation des données, idéalement sur tout le process. Et après, idéalement, on est dans une boucle infinie, c'est-à-dire, je détecte un souci, je reviens en arrière, je le corrige. Et comme ça, si on travaille de cette façon-là, logiquement, le process, il ne fera que s'améliorer sans cesse. Et à terme, on peut espérer avoir quasiment zéro problème de données. On en aura sans doute toujours, puisque on aura toujours des exceptions qui vont apparaître qu'il va falloir traiter d'une manière ou d'une autre. Donc une exception, ça peut être soit une erreur, donc il faut la corriger, tout comme ça peut être une nouvelle exception parce que notre business évolue. Et dans ce cas-là, on doit l'analyser et décider si oui ou non c'est une erreur ou alors on le garde et dans ce cas-là, on le manifeste dans nos règles de gestion pour à la fin, justement, ajouter quand même des vérifications ponctuelles, mais qui seront faites par des experts métiers, de façon à régulièrement, au moins, s'assurer vraiment que les données qu'on regarde soient justes. Pourquoi? Parce que tout simplement, si je regarde pendant 6 mois un chiffre d'affaires qui est faux, eh bien, je vais en déduire les mauvaises décisions et potentiellement piloter ma société dans un sens qui n'est pas celui que je veux. Merci Antoine. Donc, le choix de l'outil d'analyse est une étape, on va dire, clé, mais comment s'y prendre en fait pour faire le bon choix dès le départ? Alors, déjà, faire le bon choix dès le départ, Asia, tu poses la base pour le plus grand des problèmes qu'on va rencontrer dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que mon besoin aujourd'hui, mon besoin dans 2 ans n'est pas forcément le même. Et donc aussi, faire le bon choix dès le départ, ça va être très dur. Et donc, ce que l'on recommande souvent chez Limpida Consulting, c'est dans un tout premier temps d'avoir une approche itérative. C'est-à-dire aussi, je définis un cas d'usage qui est suffisamment critique pour avoir de l'intérêt, mais qui ne sera pas forcément celui qui fera couler ma boîte si jamais je n'y arrive pas. Donc, trouver un juste milieu entre les deux, en faire un prototype et en tirer les bonnes conclusions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, de façon à ce que pour le suivant, justement, on puisse se baser sur les premiers retours. Donc, si je fais un exemple, on pourrait très bien dire on fait notre premier cas d'usage en utilisant Power BI en solution de visualisation. Il sera très important, une fois que le prototype fonctionne, de se poser, analyser qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui nous aide, qu'est-ce qui nous freine, de façon à pouvoir prendre une décision informée. Est-ce que Power BI est adapté à notre besoin, oui ou non? Deuxième sujet, ce sera à nouveau la priorisation des besoins métiers. C'est-à-dire aussi que le choix final, alors certes, il y a toujours des contraintes techniques à prendre en compte, notamment en termes de sécurité des données, comment est-ce qu'on s'authentifie, comment est-ce que les données sont sécurisées pendant qu'on les analyse. Mais s'il y a un choix à faire entre deux outils, la priorité sera toujours le besoin métier, puisque justement, c'est pour le métier qu'on cherche à créer de la valeur et non pas pour l'équipe IT/data. Un conseil que j'aime bien donner également, c'est utiliser Nime pour débuter. Nime est un outil no-code qui permet de façon graphique l'exploration des données et donc qui est accessible à tout un chacun, même les utilisateurs métiers qui n'ont peut-être pas nécessairement une grande appétence aujourd'hui technique. Si on résume, chacun qui sait utiliser Excel saura très bien utiliser Nime. Ça permet justement de construire des transformations, de faire des visualisations sans s'être engagé sur un outil avec des licences et un engagement financier lourd, de façon à justement prototyper, explorer.
Et il y a un deuxième avantage également, si l'équipe métier, l'équipe IT utilisent NIME chacun de son côté, eh ben, l'expression de besoin devient finalement très simple, puisque l'équipe métier va pouvoir, en utilisant NIME, construire quelque chose qui répond à leurs besoins, et après, l'équipe IT le prend et, on va dire, le solidifie, le met à l'échelle, de façon à en faire quelque chose de stable et d'utilisable de façon récurrente. Pour à la fin, justement, et ça par contre, ça doit se passer en permanence, évaluer et évoluer, regarder à nouveau qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour que la prochaine fois, justement, on arrive à éviter ce qui nous a freiné la fois d'avant. Merci beaucoup, Antoine. Mais du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire éventuellement sur les compétences? Alors, en termes de compétences, dans un tout premier temps, il faudrait idéalement qu'on soit au courant de ce qui existe. Donc, c'est très simplement dit comme ça, mais aujourd'hui, dans beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de compétences qui existent. En revanche, l'instance décisionnaire n'en est pas au courant. Par exemple, je peux avoir un analyste financier qui, sur son temps libre, s'est formé sur Python, est devenu très fort dans ce domaine-là. On est en train de faire un projet data où, justement, une personne qui sait faire du Python serait important. Comme on n'est pas au courant, on a décidé d'aller prendre une ressource en externe. Ça peut être le bon choix, mais ça aurait été bien au moins de savoir que cette compétence existe, de façon à pouvoir justement décider est-ce qu'on fait en interne, est-ce qu'on fait en externe. On a un deuxième volet qui est le développement interne. Donc, pareil, si on a envie de tendre de plus en plus vers une exploitation accrue des data, on aura forcément besoin de compétences en interne et donc un plan de formation ciblé peut être intéressant. Il peut être intéressant dans les deux sens, puisque pour nous, en tant que société, on accroît nos capacités à travailler la data. En revanche, si on prend le volet employeur, former nos collègues, et ben déjà, ça garantit leur employabilité, mais ça crée également justement un avantage considérable, puisque bah, si je travaille dans une société où je suis régulièrement formé, eh bien, ça me permet de mieux faire mon travail déjà, mais aussi globalement d'avancer ma carrière dans de bonnes conditions. Et à la fin, évidemment, il y a toujours l'analyse coût-bénéfice. Je m'explique. Si on a un projet où, de façon ponctuelle, on va avoir besoin de quelqu'un qui soit expert en Python, ce sera sans doute trop cher de former quelqu'un à l'interne pour ce seul projet. En revanche, si on a envie de s'inscrire dans une suite de cas d'usage où le Python sera important, et ben là, on peut évidemment investir aussi de façon conséquente dans nos équipes, puisque dans ce cas-là, on aura le retour sur investissement. Donc, rien de nouveau. On va toujours se poser aussi la question entre ce que ça me coûte, ce que ça m'apporte. Est-ce que j'ai mieux fait de développer mes compétences en interne ou alors est-ce que de façon ponctuelle, j'achète une expertise puisque assez souvent, ce dont on a besoin, c'est quand même un niveau expert ou du moins un niveau avancé. Et donc, le ticket d'entrée pour former ce genre de niveau en interne étant souvent conséquent, l'analyse coût-bénéfice, comme dans tout autre projet d'entreprise, sera important également. Merci Antoine. Mais du coup, quels sont les KPI pour évaluer l'impact d'une analyse et comment s'assurer en fait que les résultats sont bien utilisés par les équipes métiers? Alors, ce que l'on vous montre là n'est à nouveau évidemment pas exhaustif, mais on a quelques indicateurs clés que j'aime bien recommander à nos clients de surveiller, qui sont dans un tout premier temps la première ligne, donc le temps de collecte, la qualité, le volume pardon, des données, de données traitées, ce qui nous permet tout simplement de savoir globalement quel est l'effort à dépenser avant que je puisse faire mon analyse. Puisque une fois que j'ai collecté, que j'ai mis en qualité et que j'ai atteint une certaine volumétrie, c'est à partir de ce moment-là où je peux dire à mes collègues, allez-y, vos données sont prêtes pour l'analyse. Et donc, si on doit mesurer ces indicateurs-là, idéalement, bah, le temps de collecte il baisse, la qualité augmente et le volume, alors en théorie, il ne devrait faire qu'augmenter, mais en tous les cas, surveiller ces trois indicateurs est toujours intéressant. Je prends un exemple plus précis, le volume. Si on sent que le volume commence à augmenter de façon drastique, il faudra idéalement anticiper une évolution aussi de l'infrastructure derrière pour éviter de se retrouver avec des problèmes de performance et par exemple des rapports Power BI ou équivalents qui mettent beaucoup de temps à changer de point de vue pour arriver justement donc sur l'adoption globalement et l'utilisation. Donc, quel est le délai de diffusion? Donc là, par exemple, ben, j'ai un rapport qui permet de voir le chiffre d'affaires. On a constaté une erreur. En combien de temps, entre la correction à la source et la remise à disposition du rapport, combien de temps se passe-t-il? Si là, j'ai besoin d'une semaine, très rapidement, mon outil ne sera plus utilisé puisque ce ne sera pas suffisamment dynamique. Donc, pareil, il est important de surveiller ce délai-là. Pourquoi?
Parce qu'aussi, si jamais il grossit, ça peut être symptomatique d'un problème plus profond. Peut-être qu'au début, ça allait très vite, on a une problématique de volumétrie et donc le temps se rallonge. Tout comme justement, on peut essayer de mesurer les nombres d'insights et le taux d'adoption, où là, donc, le nombre d'insights, évidemment, il est dur à mesurer, mais ça peut se faire si on regarde, par exemple, le nombre de fois qu'un rapport X ou Y a été utilisé dans une présentation PowerPoint, a été utilisé pour prendre une décision. Donc, ce sera difficile à mesurer de façon factuelle à l'échelle de l'entreprise. En revanche, on peut toujours essayer de prendre la température et de voir est-ce que oui ou non, ce qu'on produit, ça permet d'avoir une vision claire. Et on a, en revanche, ça c'est un petit peu plus facile, le taux d'adoption, où tout simplement, si personne s'est connecté à mon outil depuis 2 semaines, je pense que soit il n'est pas adapté, ça c'est une possible explication, soit on n'a pas fait la campagne de communication nécessaire, soit il a peut-être trop de bugs, trop d'incohérences. En tous les cas, l'utilisation ou le taux d'utilisation d'un outil est très important à être surveillé, puisque je reprends mon exemple du Covid. Il y avait plusieurs outils qui permettaient de suivre l'évolution de la pandémie qui, à mon avis, ont été très, très, très utilisés pendant longtemps, et puis ça s'est arrêté avec la fin de la crise. Eh ben, si c'est le cas, on peut éventuellement aussi penser à décommissionner un outil, puisque si personne ne l'utilise parce que le besoin a disparu, on n'a peut-être pas besoin de dépenser de ressources pour le maintenir à jour. Merci Antoine. Mais donc, du coup, très rapidement, on entend beaucoup parler d'outils no-code, d'analyse en libre-service. Mais quelles sont les conditions, en fait, pour que ça fonctionne? Voilà, donc pour donner très rapidement une définition du self-service BI, eh bien, dans un monde bel et parfait, ça veut dire que moi, au sein de mon métier, si j'ai besoin d'accéder à un quelconque jeu de données, je peux le faire sans contrainte technique, c'est facile, c'est rapide, et je peux me fier aux données existantes. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que je suis autonome dans l'ensemble de mes analyses. En revanche, ça veut dire aussi, si on parle d'une société de taille, bah, j'ai potentiellement plusieurs centaines de personnes qui vont commencer à faire des analyses sur des données que je mets à disposition. Donc pour ça, dans un tout premier temps, on va avoir besoin d'une boîte à outils. Donc en gros, un espace de stockage qui va permettre de partager nos travaux. Pourquoi? Ce serait dommage qu'on fasse la même analyse 5 fois simplement parce que je ne savais pas que mes collègues ont déjà répondu à la même question. Ça va dans le même esprit que le second point qui sera justement favoriser la réutilisation et l'échange. Donc, créer des communautés de best practice, montrer ce qui existe et faire en fait une communication en permanence sur les choses qui ont été créées, à nouveau pour dire, ben, en fait, ce qui a bien marché à un endroit, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas bien ailleurs déjà, tout simplement. Aussi pour éviter justement qu'on reproduise plusieurs fois la même chose. Et également dans une approche de formation en continu, où on aura forcément, si on lance tout le monde au même moment, des différences en termes de vitesse d'apprentissage. Idéalement, si on veut que ça fonctionne bien, on voudrait pourtant une certaine homogénéité dans les objets produits. Et donc, l'échange et la réutilisation permettent également la montée en compétence de chacun suivant les besoins. Pour à la fin adopter une méthodologie rigoureuse, ce qui veut globalement dire avoir un process clair, quelles sont les règles du jeu, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai le droit de ne pas faire surtout, de façon à ce que justement, à la fin, on puisse encore gouverner. Gouverner, pourquoi? Parce que bah, si je démocratise l'accès aux données, encore faut-il que je sois certain de savoir qui accède à quel élément, quand et pourquoi. Je prends un exemple, aujourd'hui je travaille au sein des ressources humaines, donc c'est parfaitement normal que je puisse voir les salaires puisque ça fait partie de mon travail. Demain, je suis muté dans un autre département, par exemple le marketing. Il faut qu'on ait un process en place qui soit sûr et robuste pour que, au moment de mon changement de poste, mon accès soit coupé, tout comme à l'inverse. Si je suis muté d'une fonction à une autre, idéalement, on a déjà un process en place qui me permet de dire, pour telle fonction, tel jeu de données doivent être accessibles. Merci beaucoup Antoine donc, pour toutes ces explications. Donc on arrive à la fin de ce webinaire, donc très rapidement sur l'Impida Consulting. Donc chez nous, on a une approche data quality, donc qui commence par un audit complet à la définition d'une stratégie progressive en se concentrant sur les périmètres les plus critiques. On va aussi chercher à accompagner ensuite le choix et la mise en place des outils les plus adaptés en automatisant en fait les processus pour fiabiliser durablement les données. Et enfin, pour garantir l'impact sur le long terme, on va proposer des ateliers de formation et de sensibilisation à la qualité des données auprès des équipes. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc ensuite, par ailleurs, on a également des livres blancs et plein d'autres contenus d'ailleurs, dont la culturation data, la gouvernance des données ou encore l'analyse des données. Donc,
Si vous souhaitez tout simplement exploiter ou regarder tout ce contenu, n'hésitez pas à aller directement sur le site pour que vous puissiez découvrir l'ensemble de nos offres notamment et de notre contenu. Et si vous souhaitez également nous contacter, donc ça se fait directement aussi sur le site, si vous souhaitez discuter de ces thèmes ou bien de vos projets. Et donc actuellement, il nous reste 5 petites minutes pour répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à interagir directement avec nous via le petit bouton en bas de votre écran. Je pense, Antoine, qu'on peut peut-être clôturer. Ouais. Donc, merci à tous pour votre participation. Donc, on espère que le contenu vous aura plu et que ça a pu répondre à vos premières questions sur cette thématique. Donc, vous allez recevoir par mail le support et également le replay de ce webinaire. Et on espère également qu'on vous retrouvera pour les prochains webinaires à venir. Et on reste évidemment joignable à tout moment. Et ce sera avec un plaisir d'échanger avec vous. Et donc, on vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous. Très, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.